Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire, le quatrième de la saison, pour parler aujourd'hui des politiques publiques et des relations entre politique publique et agronomie dans le cadre des ateliers de la fabrique de l'agronomie. Et donc, pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'avoir un certain nombre de personnes, auteurs et discutants. Et avant quand même de donner la parole aux intervenants et de les présenter, je rappelle, pendant que vous arrivez, que vous avez deux boutons pour interagir avec moi et avec les intervenants. C'est le bouton discussion, où vous pouvez nous donner des informations, me faire part d'éventuels soucis techniques, mais bon, ça n'arrive jamais. Et puis, l'autre bouton, là, qu'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est QR, dans la bannière de la plateforme, puisque QR vous permet de poser toutes vos questions, et moi, ça me permet de les avoir pour pouvoir les organiser au moment du temps de questions-réponses, puisqu'on va effectivement avoir un temps d'intervention et de discussion, puis après, un temps de questions-réponses entre vos questions et les réponses des intervenants. Voilà, donc pour ce webinaire, j'ai le plaisir effectivement d'accueillir les deux auteurs du chapitre concernant les politiques publiques. Et donc, ce chapitre qui a été intitulé non sans raison, politique publique et agronomie avec, pour ou malgré tout. Ils pourront s'en expliquer s'ils le souhaitent. Et donc avec Marc Benoît, qui est directeur de recherche honoraire d'INRAE, et Rémi Toller, qui est ex-directeur de l'Association pour la relance agronomique en Alsace, sachant qu'on a demandé à deux représentants des politiques publiques, d'une part Sarah Feuillette, qui est responsable planification, évaluation et prospective à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, et d'autre part à Jérôme Mousset, qui est directeur bioéconomie et énergie renouvelable à l'ADEME. Alors nous attendons François Papy, normalement, qui devrait représenter le chapitre, enfin la partie de la dynamique scientifique concernant l'ouvrage La fabrique de l'agronomie, mais il n'est pas arrivé, en tout cas, nous l'attendons. Et donc, sans plus attendre, nous allons pouvoir démarrer ce webinaire, et je vais donc mettre en partage l'écran, le diaporama, et donc je vais donner la parole à nos deux intervenants, Marc et Rémi. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, vous avez la parole pour une vingtaine de minutes. Merci et bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter des extraits de du chapitre que nous avons rédigé pour la fabrique de l'agronomie, en ce sens où nous n'allons pas reprendre in extenso ce que nous avons raconté dans cet ouvrage qui est, je vous le rappelle, en libre accès aussi et téléchargeable. Donc, diapo suivante. Nous allons tout d'abord rappeler comment nous avons abordé cette question. En effet, notre questionnement initial est formulé selon deux axes. Comment l'agronomie est-elle mobilisée par les politiques publiques, et en particulier, comment ça se passe, selon quelles modalités, dans quel lieu, et quels sont les éléments déclencheurs qui permettent de mobiliser l'agronomie. Et puis, notre deuxième axe, les politiques publiques induisent-elles de nouveaux travaux en agronomie, donc contribuent-elles à la fabrique de l'agronomie? Nous avons abordé cette question en agronome, sans être ni politiste, ni historien, ni sociologue, alors qu'il nous semble important de rappeler que probablement l'analyse des politiques publiques relève aussi de ces compétences qui sont peut-être plus pertinentes pour certains aspects. Donc, nous nous sommes posé la question de comment analyser les politiques publiques, parce que c'est un objet d'étude en soi, hein, c'est l'étude des processus de décision dans les administrations, que ce soit l'État, les agences publiques, les collectivités territoriales. Donc, nous n'en sommes pas forcément familiers, même si nous avons participé dans de nombreux cas localement à une fabrique des politiques publiques à l'échelon local. Et donc, nous avons dû définir ce cadre méthodologique.
Les politiques publiques sont d'abord des réponses à des enjeux qui sont clairement énoncés, qui les prennent en charge avec un certain nombre d'ambitions affichées. Donc, il nous faut les repérer, ça, c'est pas trop compliqué. On sait aussi qu'elles mobilisent des outils extrêmement variés qui vont de la réglementation, de l'incitation fiscale en particulier, de la contractualisation, et on voit en apparaître de nouveaux modes très récemment qui concernent l'agriculture, avec en particulier les paiements pour services environnementaux ou encore les obligations réelles environnementales. Mais c'est aussi ça passe aussi par la labellisation d'un certain nombre de produits alimentaires, l'homologation avec en particulier les autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires, la normalisation dans le domaine des engrais, donc une large palette d'outils disponibles pour la mise en œuvre de politiques publiques. Pour identifier ces politiques publiques et les restituer, il faut reconstituer leur histoire. Donc, ne considérer que les faits en termes de décisions applicables, des lois, des arrêtés, des décrets, des circulaires, et puis aussi au niveau européen, les directives et règlements européens. C'est elles qui constituent la trace tangible de ce que c'est qu'une politique publique. Et quand elles sont disponibles, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, exploiter les évaluations disponibles au sujet des différentes politiques publiques. Nous avons dû considérer aussi que le cadre général de l'action publique en France, il évolue en permanence. Que ce soit la place de l'État dans le concert des politiques publiques nationales, avec en particulier la décentralisation à partir de 1982 et la multiplication des interlocuteurs agissants concernés par l'agriculture. Que ce soit des agences nationales, régionales, des collectivités, des pays, des communautés de communes, des agglomérations, des métropoles maintenant, des parcs naturels régionaux, les structures territoriales de gestion des eaux en hydrologie, en assainissement, en eau potable, un millefeuille administratif qui complique probablement la tâche aussi des agronomes et la clarté de la compréhension des politiques publiques. Plus particulièrement pour l'agriculture, il faut aussi tenir compte de la façon qu'a l'État d'aborder le marché, la gestion par les marchés, ainsi que les règlements, en particulier la politique agricole commune qui constitue le cadre économique incontournable depuis 1958, en prise avec la mondialisation des échanges et tous les ajustements qui ont été opérés dans cette politique. Concernant comment avons-nous abordé notre questionnement? Alors, on peut identifier de très nombreuses politiques publiques susceptibles de jouer ou de mobiliser l'agronomie, c'est-à-dire de politiques publiques qui touchent à l'agriculture. Alors, bien sûr, en premier lieu, sécurité et souveraineté alimentaire qui constituait la priorité au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et puis de plus en plus souvent d'autres domaines qui sont la santé, l'environnement, l'énergie, l'emploi, la protection des consommateurs, l'aménagement du territoire, on en oublie sans doute. Notre approche a été de ne pas choisir une politique publique en particulier, mais plutôt de choisir des entrées agronomiques à travers 3 exemples. Ces 3 exemples, la gestion de l'azote de la parcelle au territoire, les sols et les aménagements fonciers, la protection des plantes et l'usage des produits phytosanitaires. En très résumé de ce qui figure dans notre chapitre, concernant la gestion de l'azote, on peut dire que les enjeux se sont empilés au fil du temps. On est passé d'enjeux de productivité à des enjeux environnementaux de qualité d'eau, de gestion d'énergie, puisque les engrais sont le premier poste de consommation énergétique, souvent dans les exploitations agricoles, d'émissions de gaz à effet de serre, de qualité de l'air. Et l'agronomie a su faire valoir un outil clé tout au long de cette histoire, le bilan prévisionnel, et a aussi su investir l'analyse échelle système de culture et échelle territoriale. Donc, il y a effectivement l'histoire de la gestion de l'azote met en œuvre, mobilise l'agronomie de façon évidente et de façon reconnue par les autorités publiques. Ça ne veut pas dire pour autant que les problèmes sont réglés et il faut ajouter en incidente qu'effectivement, dans notre analyse, l'objet de notre analyse n'est pas d'analyser l'efficacité des politiques publiques, mais simplement de décrire les relations qui lient les politiques publiques et l'agronomie.
Concernant les sols, les aménagements fonciers, drainage, remembrement, irrigation ont été fortement promus toujours au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 60 ou 70, avec des politiques fortes d'incitation au déploiement de ces équipements et qui ont été fortement réajustés au fil des enjeux qui sont apparus, environnementaux en particulier, et plus récemment, changement climatique. Dans cette thématique, la connaissance et la préservation des sols est intervenue beaucoup plus tardivement, à partir du début des années 2000, avec la reconnaissance des services écosystémiques délivrés par les sols et la nécessité, sans doute, d'assurer une protection et une régulation de la consommation des espaces agricoles. Ça aboutit à différentes réglementations, protection des eaux humides, zéro artificialisation nette. Mais du côté de l'agronomie, on est encore en construction, puisqu'il faut être capable de décrire et d'évaluer ces services écosystémiques et d'en partager la connaissance. Donc, ce chantier est encore en cours. Concernant la protection des plantes et l'usage des produits phytosanitaires, en résumé, l'agronomie a été la grande absente de cette thématique qui était uniquement régulée par les autorisations de mise sur le marché, jusqu'à la prise de conscience du Grenelle de l'environnement de 2008, qui constitue un virage pour les politiques publiques dans ce domaine. Il débouche en particulier sur les plans éco-phyto successifs et ont permis d'introduire et de valoriser l'approche systémique, en particulier à l'échelle du système de culture, pour diminuer le recours au traitement phytosanitaire. C'est une forme de retour de l'agronomie dans cette thématique, sans pour autant qu'on puisse conclure qu'on est complètement abouti dans ce domaine. Nous y ajoutons pour cette présentation le cas particulier de l'agroécologie, qui ne fait pas partie, qui n'est pas traité dans notre chapitre, mais qui nous semble important de souligner parce que c'est la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que l'administration du ministère de l'Agriculture prend une position concernant une orientation des modes de production de l'agriculture en général. Et donc, nous le traiterons en particulier un peu plus tard dans la présentation de quelques éléments du cycle des politiques publiques. Voilà, et je laisse maintenant la parole à Marc pour la suite de notre présentation. Donc, deux questions que nous avons choisi de vous proposer. La première, c'est une flèche qui va de l'agronomie et des agronomes vers les politiques publiques. L'idée est, comment les agronomes peuvent-ils faire émerger des politiques publiques et alimentaires? Elle est inspirée d'un dialogue que nous avons eu avec les collègues lors d'une rencontre au sujet de notre livre « La fabrique de l'agronomie » à Agrocampus Ouest. Et nous les en remercions. Diapo suivante. Alors, pour donner aussi des idées pour les questions, le débat qui suit, on a identifié 4 modes opératoires principaux des agronomes quand il s'agit d'éveiller la possibilité de faire naître ou de faire évoluer des politiques publiques. La première forme, c'est l'expertise. Alors, il s'agit de synthétiser les acquis en agronomie, les controverses, pour les rendre efficaces, lisibles et utiles aux acteurs des politiques publiques. La forme classique à l'heure actuelle, c'est des expertises scientifiques collectives. Bon, on a pris l'exemple du carbone et du célèbre 4 pour 1000. Ces expertises sont souvent demandées avant la mise en œuvre d'une politique publique, mais la réalisation d'ESCO sur l'efficacité des politiques publiques reste à évaluer. Il nous semble qu'il y a eu pas mal d'expertises scientifiques collectives, mais l'évaluation de ce que leur effectivité sur les politiques publiques qui ont été mises en œuvre mériterait d'être construite. Le deuxième point, c'est d'intervenir sur des prospectives. Alors, il y a des prospectives très épaisses qui ont été produites par l'INRA et INRAE maintenant, donc, sur de nombreux sujets, enfin, que ce soit l'eau, les protéines, les semences, qui toutes ont une dimension très reliée à la mise en œuvre et à l'évolution des politiques publiques.
L'idée étant, si on se met dans une barre de temps à venir, et en fonction d'avenir pluriel, quelles peuvent être les attitudes proactives des politiques publiques pour prendre en charge ces sujets. Le troisième mode opératoire que nous avons identifié, c'est ce que nous avons appelé la construction de connaissances mixtes, dans lesquelles les agronomes interviennent, mais pas tout seuls. Par exemple, quand il s'agit de définir un cahier des charges AOC. Alors, étant gourmand, l'AOC comté est une AOC qui mérite d'être relue par les agronomes. On y voit des choses sur les prairies pour aboutir à un fromage. Mais vous savez qu'il y a de très nombreuses autres AOC, de très nombreux autres cahiers des charges. Enfin, deuxième exemple, l'établissement de référence pour la création d'indicateurs. Alors, l'exemple que j'adore, c'est les cultures à bas niveau d'impact ou les cultures à bas niveau d'intrants. Ça, on parle d'eau. Et en fonction des endroits où on est dans les territoires français, on s'aperçoit que ces connaissances mixtes n'ont pas la même valeur. Enfin, des avis critiques. Par exemple, des agronomes sont mobilisés pour contribuer à des rapports, soit des rapports de Conseil d'État, soit des rapports de conseil CGAER, CGEDD. Et par exemple, il y a un petit paragraphe assez sympathique lors du rapport du Conseil d'État concernant la difficulté à mettre en œuvre des politiques efficaces, effectives en France sur le changement climatique. Diapo suivante. Alors, ceci nous amène à identifier 3 interactions principales avec les politiques publiques. Premier type d'interaction, c'est alerter les concepteurs de politiques publiques pour initier des lois et des règlements. Alors, on a tous, en tant qu'agronomes, un exemple en tête du rapport ENA qui a abordé, bien sûr, l'azote en termes de pollution par les nitrates des ressources en eau, mais aussi de phosphore, mais aussi les pesticides à l'époque. Nous sommes en 1980. Il y a eu plein de débouchés successifs sur ces relations entre pratiques, eau et loi et règlement. Alors, pour continuer dans l'utilisation des sigles en France, la directive cadre sur l'eau européenne, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, et puis ensuite il y a eu des Grenelles, puis ensuite il y a eu d'autres choses, puis ensuite il y aura encore d'autres éléments sur des séquences qui permettent aux agronomes d'alerter les concepteurs de politique publique. Le deuxième type d'interaction, c'est dans la coopération. Donc là, il s'agit de coopérer lors du processus de conception de ces politiques. Je prends l'exemple des vieux contrats territoriaux d'exploitation agricole. Vieux, mais faiblesse de penser qu'ils n'étaient pas stupides. Eh bien, ils ont permis, et là, les agronomes y ont beaucoup contribué, d'insister sur l'intérêt de la dimension territoire complet de l'exploitation agricole quand on veut modifier l'ensemble des pratiques. Et là, il s'agissait d'inscrire le développement durable en agriculture en privilégiant un niveau, l'exploitation agricole, dans lequel, pour faire vite, les agronomes sont assez à l'aise. Donc, typiquement, c'était une coopération dans laquelle les contributions des agronomes étaient aisées. Troisième type d'interaction possible, intervenir en aval, c'est-à-dire lors de la mise en œuvre de ces politiques publiques. Alors là, il y a plusieurs types d'intervention. Il y en a une qui est extrêmement classique, c'est de participer au conseil scientifique des instances de décision. Conseil scientifique de l'Office français de la biodiversité, qui avant était l'ONEMA, qui avant était l'AFB, ou les conseils scientifiques des différentes agences. Et comité de bassin. Et pour être complet, je terminerai en disant qu'il y a des prérequis qui sont importants à prendre en charge pour que tout cela se passe au mieux. Alors, premier prérequis,
souvent négligée par nous, hein, c'est de mieux comprendre les constructions de politique publique. C'est-à-dire que entre le droit communautaire et le droit coutumier, voilà, il faut que les agronomes aient un minimum de compréhension de comment se construisent ces outils pour pouvoir mieux intervenir. Le deuxième prérequis qui nous semble important pour les agronomes, c'est d'adopter une posture de co-concepteur. Ça veut dire d'accepter d'en assumer aussi les échecs de ces politiques publiques. Bon, quand elles vont bien et qu'elles font des remarquables réussites, c'est pas grave d'en accepter aussi les réussites. Alors, sous cette posture de co-concepteur, je voudrais m'arrêter une minute, en particulier pour proposer que nous adoptions une rédaction assez systématique de retour d'expérience. Pour l'instant, on n'a pas d'endroit où on peut accumuler ce qui va bien, ce qui va mal, ce qu'il faudrait modifier dans nos pratiques d'agronome. Et donc, il faudrait qu'on puisse construire des lieux où on pourrait accumuler des compétences acquises par de nombreux agronomes lors de ces postures de co-conception de politique publique. Alors, j'ai eu le bonheur d'intervenir dans la composition écologique du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Eh bien, on a proposé, donc en disant que cette compensation proposée n'allait pas du tout, on a proposé de continuer et d'en faire un article. C'est-à-dire tous les collègues qui étaient à l'œuvre dans cette posture, eh bien, on a écrit un article pour dire, voilà, on proposerait plutôt de faire comme ça. Et il nous semble qu'il faudrait accroître cette capacité à faire des retours d'experts. Troisième prérequis, il faut vraiment qu'on complexifie nos raisonnements en intégrant les aléas des autres points de vue. En particulier, quelque chose que nous avons tenté d'expliciter dans ce chapitre, les politiques publiques sont d'ordre très divers quand elles nous concernent. Et il faut intervenir en tenant compte de leur fonctionnement spécifique. Elles ont des procédures de revoyure différentes, elles ont des procédures d'évaluation différentes. Et l'agronomie est très souvent concernée par des ordres de politique publique très différents, depuis la répression des fraudes jusqu'à la qualification d'une qualité d'eau. Et sur ce même thème de la complexification, il nous faut en même temps savoir accepter les simplifications raisonnables des juristes, de ceux qui évaluent, parce qu'il faut un caractère opérationnel pour ces mesures des politiques publiques. Diapositive suivante. 4 exemples de difficultés de mise en œuvre. Ecofito, donc, qui a fait l'objet d'un encadré, donc merci à Jean Poiffin pour sa contribution. Eh bien, Ecofito, alors on simplifie ce jour pour être rapide. Le drame des puissances de 10. Oui, débuté par quelques centaines de fermes volontaires qui s'y mettent pour essayer de voir comment on peut faire mieux, ça permet aux agronomes de rentrer dans cette dynamique, comment faire avec beaucoup moins. Mais ensuite, il faut passer aux centaines de milliers de fermes que comprend notre pays. Et là, se joue un enjeu énorme qui est entre des fermes volontaires qui étaient participantes au début et l'ensemble des fermes, on a une différence énorme de compétences, de savoir-faire. Deuxième point, le Corpen. Le Corpen, il est mort. Mais il est mort un jour parce qu'on a supprimé l'entité qui le portait, son dispositif porteur. Et donc, le Corpen, qui était un lieu incroyablement riche d'interactions entre agronomes et politiques publiques sur l'environnement. Eh bien, ce comité qui était interministériel, entre le ministère de l'Agriculture et le ministère à l'époque de l'Environnement, eh bien, c'est une victime collatérale de la fin de l'ANDA.
Mais les agronomes n'ont pas été suffisamment actifs pour faire en sorte qu'ils revivent. Troisième point de difficulté, les néonicotinoïdes. On voit tous qu'on est là face à une tenaille du temps réglementaire. 2018, arrêt d'usage. Les pays européens se mettent d'accord. Arrive une date butoir de 2023. Comment, entre les deux dates, on se positionne en tant qu'agronome pour aider à ce qu'une mesure se mette en œuvre? Et on a tous vécu une crise du dernier moment, de la dernière minute, parce qu'on n'a pas anticipé. Enfin, dernier point d'exemple de difficulté, directive cadre européenne sur l'eau. Eh bien oui, une directive cadre, et celle-là est dotée d'une dimension résultat. La directive cadre européenne sur l'eau nous demande d'avoir des résultats à des périodes données. Quand on n'obtient pas les résultats, quelle attitude doivent prendre les agronomes? Un minimum, s'engager pour dire, écoutez, nous pensons que là, nous n'avons pas atteint les résultats que une directive européenne nous demande d'obtenir. Et donc, agir pour qu'on n'aboutisse pas à trop de captage abandonné, fermé, et une augmentation du coût de l'obtention d'eau potable pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour terminer sur cette diapo, vous voyez que la discipline agronomie, elle vit dans une société avec ses lois et les règlements. Et notre enjeu, c'est de faire en sorte de rajouter une petite tâche au métier des agronomes, que Rémi va vous proposer de replacer dans une dynamique temporelle. En conclusion. Donc, diapo suivante. Nous avons identifié lors de nos recherches méthodologiques préalables à la rédaction du chapitre que les politistes identifiaient ce qu'ils appellent le cycle des politiques publiques, qui fait écho finalement, qui est assez similaire à celui de l'assurance qualité en entreprise, mais qui a été décliné finalement vis-à-vis des politiques publiques, avec l'émergence d'un problème, sa perception par les acteurs privés et publics, et une décision politique importante, c'est qu'on la met à l'agenda d'une politique publique à créer, qui passe par d'abord la formulation d'alternatives techniques permettant de résoudre le problème qui a été identifié, qu'on peut traduire en un programme législatif qui peut comporter tous les types de mesures que j'ai évoquées tout à l'heure, la mise en œuvre de ces mesures et l'évaluation des effets de ces mesures. Où est-ce que les agronomes interviennent, à l'image de ce qu'on a pu analyser avec nos 3 histoires? Ils interviennent essentiellement au départ dans le constat scientifique. Ils aident à construire la perception des problèmes privés et publics à partir d'un problème qui a été identifié éventuellement par des lanceurs d'alerte ou des acteurs particuliers. Cette perception des problèmes privés et publics, elle mobilise un jeu d'acteurs, bien sûr, ceux qui sont concernés, qui vont être impactés, qui vont devoir faire des efforts, les agents publics qui souhaitent l'amélioration des choses, et ça se traduit par cette mise à l'agenda. Le deuxième lieu d'intervention, c'est bien évidemment au moment de la formulation d'alternatives. Les apports scientifiques sont souvent déterminants. Ils peuvent comporter aussi sur l'évaluation ex-ante des alternatives qui sont proposées, et cela passe par un lieu de concertation, pouvoir public, acteurs, experts, et sans doute le Corpen évoqué par Marc en a été un des lieux. Le programme législatif résulte d'un accord entre les acteurs et les pouvoirs publics, souvent un compromis. La mise en œuvre des mesures relève aussi des acteurs du problème et des pouvoirs publics, et on retrouve une intervention possible des scientifiques au moment, ou des apports scientifiques au moment de l'évaluation des effets des mesures, en proposant un certain nombre d'outils et de méthodes pour évaluer les effets des mesures en dehors de simplement l'état du problème.
Donc, nous avons illustré ça sur 2 diapos que l'on va lire très rapidement. La première illustre ce que nous avons finalement décrit dans la partie gestion de l'azote pour la qualité de l'eau dans les systèmes de production agricole. On retrouve le rapport Hénin comme constat scientifique fondateur de la perception des problèmes privés et publics. On retrouve le Corpen comme structure permettant la formulation d'alternatives, qui, après sa disparition, a été complétée par des ESCO et des études en 2012. Et puis, plus récemment, soulignant ainsi que les pouvoirs publics ont besoin d'un appui constant scientifique pour définir les mesures à mettre en œuvre, le groupe d'expertise nitrate constitué à partir de 2018. Le programme législatif, au cours de ces années, s'est construit essentiellement autour de la directive nitrate 1991 et ses programmes nationaux successifs. La mise en œuvre des mesures fait intervenir parfois des experts agronomes qui apportent une contribution. Le Comifère a été, par exemple, mobilisé pour la déclinaison opérationnelle de l'écriture du bilan prévisionnel de l'azote. Les graines en région, à partir de 1995, ont été mobilisées pour assurer la déclinaison de ces bilans prévisionnels aux situations locales. Et l'évaluation des effets des mesures a fait l'objet aussi de travaux du Corpen permettant de définir un certain nombre d'indicateurs. On retrouve un schéma identique, diapo suivante, sur le concept d'agroécologie que j'évoquais tout à l'heure, avec des constats scientifiques, des travaux scientifiques d'abord assez nombreux pour définir le concept, des ESCO et des études portées par l'INRAE à partir de 2002, et surtout une mise à l'agenda très forte à partir d'une conférence nationale de lancement en 2012, qui a suscité ensuite la mobilisation d'apports scientifiques pour formuler un certain nombre d'alternatives. Il faut souligner que le plan d'action de 2014, qui a initié le lancement de l'agroécologie en tant que politique publique, était un programme extrêmement structuré, 10 thématiques, 16 chantiers, articulés avec 8 plans sectoriels déjà en place qui ont été intégrés dans ce programme, et surtout une structure d'évaluation d'ensemble très forte. Ce système a bien fonctionné jusqu'en 2016, date de la remise du premier rapport d'évaluation de la politique agroécologique. Mais on doit constater que depuis 2016, avec les changements de ministres successifs, eh bien, on ne peut plus parler de véritable programme agroécologique. Il en reste des morceaux dans les plans divers, mais il n'y a plus d'évaluation d'ensemble de ce programme. Donc, voilà, on est bien à l'interface entre des politiques publiques et des possibilités d'action des agronomes. Alors, pour terminer sur une note un peu plus positive, et pour répondre à notre deuxième question, les politiques publiques induisent-elles de nouveaux travaux en agronomie? On peut dire que la réponse est oui. Surtout quand il y a conjonction entre des avancées conceptuelles dans le domaine de l'agronomie qui peuvent contribuer à la prise en charge d'enjeux forts. J'en cite dans cette diapo 2 exemples. Le sol, à travers les services écosystémiques qu'on lui reconnaît désormais, qui ont initié des politiques publiques et surtout des messages, des slogans porteurs comme le 4 pour 1000, mais aussi le sol comme milieu vivant à protéger, qui du coup mobilise une communauté d'agronomes pour comprendre les processus qui le gouvernent et apprendre à les valoriser, à les évaluer, à les valoriser. Le deuxième objet agronomique qui me semble important de mettre en avant, c'est l'échelle système de culture, parce que cette échelle système de culture est mobilisée pour la gestion de l'azote, la protection indiquée des cultures, le risque érosif, l'usage raisonnable des ressources en eau. Ce n'est plus à la culture qu'il faut raisonner, mais bien à l'échelle du système de culture si on veut résoudre et trouver les bons compromis. Donc, l'appel à l'agronomie, c'est identifier ces nouveaux objets, comprendre leur fonctionnement,
arriver à évaluer leurs capacités, leurs potentialités, les services qu'ils rendent, avant de pouvoir éventuellement innover dans les pratiques les concernant. Le deuxième point que nous souhaitions souligner, c'est l'évolution induite des tâches de l'agronome par la prise en charge de ces nouveaux objets et des nouveaux enjeux qui y sont attachés, en particulier les enjeux environnementaux. Alors, 4 points. L'institutionnalisation des expertises et des études, en particulier au sein d'INRAE, avec une appropriation réflexive sur ce que c'est que l'expertise, et puis l'établissement d'un certain nombre de doctrines et de règles de conduite pour répondre aux expertises scientifiques collectives en particulier. Mais c'est sans doute quelque chose qui pourrait être diffusé auprès de l'ensemble de la communauté des agronomes. C'est l'appropriation d'outils d'évaluation nouveaux, des indicateurs agro-environnementaux, les évaluations multicritères, en particulier à l'échelle des systèmes de culture ou des exploitations agricoles, comme avec la méthode IDEA, par exemple, l'analyse des cycles de vie, des domaines qui ont émergé, qui ont été pris en charge par des agronomes à partir des années 1980. C'est l'analyse territoriale, c'est une vraie dimension supplémentaire apportée aux objets agronomiques que sont la parcelle, l'exploitation agricole, avec les capacités d'analyse spatiale, de mobilisation, de prise en compte des acteurs dans le fonctionnement des territoires. Et le quatrième point qui nous semble important, c'est l'apprentissage de métiers de la médiation entre acteurs. Et ça, autant jusque dans les années 70, 80, voire 2000, c'est l'agriculteur qui était le premier client de l'agronome. Aujourd'hui, avec la multiplication des acteurs impliqués par les conséquences des pratiques agricoles, il a fallu apprendre à être intermédiateur entre des acteurs appartenant à des mondes différents, le monde de l'eau, le monde de la biodiversité, etc. Donc, c'est l'expérience des opérations Fertimieux, les captages, les plans de recompter des captages d'eau potable, les bassins versants érosifs, avec l'apparition de concepts nouveaux, les boucles de progrès, les tableaux de bord pour faciliter le travail entre acteurs et avec les agriculteurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Notre intervention est terminée. Merci beaucoup, Marc et Rémi, très riche. Et donc, je pense qu'il va y avoir un certain nombre de questions. Donc, je ne vais pas tarder tout de suite. Je vais donner la parole à nos discutants, Sarah dans un premier temps et Jérôme dans un deuxième temps. Je rappelle que vous pouvez poser des questions dans la rubrique QR, plutôt QR, pour que vous puissiez, que je puisse bien repérer vos questions. Donc là, Sarah, je te donne la parole. Bienvenue à François, qui est désormais arrivé, qui représente la partie dynamique scientifique, et je suis heureux que tu sois revenu à l'endroit parce que tout à l'heure, tu étais à l'envers. Sarah, tu as la parole. Merci Philippe, bonjour à tous. Alors bon, déjà, je voulais remercier les auteurs de ce chapitre sur les politiques publiques et l'agronomie parce que je trouve que ça permet de prendre un recul vraiment très instructif sur 3 politiques publiques qui sont vraiment majeures du point de vue de l'eau. Et sur la manière dont les agronomes ont pu interférer. Moi, je voulais partager avec vous un premier axe de réflexion, alors qui est que du point de vue de l'eau, ces politiques publiques, elles ont mobilisé énormément d'énergie, de moyens humains sur plusieurs décennies, mais c'est plutôt un échec aujourd'hui, enfin, en tous les cas de mon point de vue, et je trouve, en quoi ça interpelle les agronomes. Donc, par exemple, concernant l'azote, 35 ans après la directive nitrate, les quelques évolutions qu'on a pu noter sur la Seine, elles sont plutôt quand même attribuables à l'amélioration des stations d'épuration qu'aux pratiques agricoles. En milieu littoral, les questions d'eutrophisation persistent. Les aires de captage, tu l'as souligné, Marc, il y a toujours un problème de protection. Bon, sur le lien entre nitrate et eutrophisation, la prise de conscience, elle a été quand même très, très lente. Il y a eu des expertises collectives, mais moi, je trouve que certaines ont été quand même assez timides et on sent souvent une crainte de brusquer la profession en explicitant franchement les enjeux. Donc voilà, je m'interroge sur l'éventuelle timidité de la sphère agronomique sur ces sujets.
Voilà, sur la politique phyto, bah, l'échec, il est flagrant aussi, mais il est presque plus inquiétant compte tenu des enjeux sanitaires et biodiversité. Et d'ailleurs, moi, je suis assez surprise par l'adoubement très fréquent de la part d'agronomes de l'agriculture de conservation en mettant de côté les enjeux herbicides que ça soulève. Et à contrario, je suis assez surprise aussi d'une certaine méfiance ou d'un certain mépris que je ressens de la part d'un certain nombre d'agronomes vis-à-vis de l'agriculture biologique. Bon. Voilà, je passe sur la politique des sols et des aménagements dont on paye encore les dégâts. Mais en tous les cas, tout ça, me conduit à souligner l'importance et l'intérêt des expertises collectives et des prospectives et du point de vue, en tous les cas, des politiques publiques environnementales comme celle de l'eau. Et ça m'amène à mon deuxième axe de réflexion. Ça fait 20 ans que je travaille sur l'eau, en lien avec la prospective, le changement climatique notamment. Et je peux témoigner que la concertation avec les représentants de la profession agricole, c'est quand même assez compliqué. Et que voilà, ils n'hésitent pas à s'appuyer sur des zones de doute de l'expertise agronomique. Donc voilà, plusieurs décennies de ces politiques environnementales montrent que quand même la politique des petits pas n'est pas très effective. Et dans ce contexte, je trouve que les expertises collectives et les prospectives, qui donc, encore je répète, jouent un rôle très précieux, pour qu'on puisse s'appuyer dessus, il faut qu'elles soient vraiment claires, qu'elles ne soient pas trop timides, qu'elles prennent vraiment à bras-le-corps de manière plus systémique l'ensemble des enjeux. Voilà, et sans craindre d'exposer des scénarios assez contrastés. Voilà. Par exemple, moi, je me suis beaucoup appuyée pour l'eau sur Ecophyto R&D, sur l'étude 4 pour 1000, sur les prospectives Agrimonde, After 2050, TIFA, ou la dernière de l'INRAE sur la sortie des pesticides en 2050, qui osent faire le lien entre agroécologie et système alimentaire. Mais voilà, et en parallèle, je constate que j'entends des choses assez surprenantes de la part de représentants des chambres d'agriculture qui disent que, qui semblent dire que remettre en cause en tous les cas la recherche quand les résultats ne vont pas dans leur sens, en disant que c'est de la fausse science, quoi. Donc bon, voilà. Donc ça, moi, la question que ça me conduit à poser, c'est comment aider les agronomes, qu'ils soient chercheurs, conseillers, experts, à sortir d'une posture éventuellement trop prudente et à être audacieux dans les travaux. Est-ce que ça passe par plus de formation, par la manière dont sont gérés les crédits de recherche et de conseil, dans quelle mesure c'est verrouillé? Voilà. Merci. Remettre mon son, excusez-moi. Merci beaucoup, Sarah. Bon, c'est une question importante, surtout dans cette période où effectivement les agronomes se posent beaucoup de ces questions-là. Hein. Je rappelle qu'on vient de sortir un numéro sur être agronome en contexte de transition, où on aborde cette question de l'engagement des agronomes dans la transformation de l'agriculture. Jérôme, tu as la parole. Merci, bonjour à tous et puis merci aussi pour ce travail, cet ouvrage qui est extrêmement intéressant et votre présentation qui donne du coup un angle de lecture un peu différent. Je trouve ça vraiment, vraiment riche. Moi, ce que je retiens déjà, c'est qu'on voit qu'il y a, quand on regarde l'histoire, de multiples interactions entre l'agronomie et les politiques publiques. C'est très riche et on voit que les politiques s'alimentent, s'appuient et se construisent sur des bases agronomiques et ça, c'est vraiment très positif. Ce que je retiens aussi, parce que nous, on a un prisme aussi de regarder ces sujets-là sous l'angle de l'environnement, c'est ce qu'on sent, c'est que l'agronomie a vraiment contribué à, on va dire, une prise de conscience collective de ces enjeux-là. Et ça, c'est vraiment des avancées importantes. On peut maintenant, je pense, débattre des sujets environnementaux, même si ce n'est pas toujours facile partout. Néanmoins, et je reprends un peu ce que disait Sarah à l'instant, on n'est aujourd'hui clairement pas dans la bonne trajectoire par rapport aux défis. Il faut qu'on aille plus loin, plus vite et donc plus en profondeur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est comment aujourd'hui l'agronomie peut nous aider à relever ces défis environnementaux et ces transitions. J'ai 3 petites réflexions. Peut-être la première, c'est que sur les 3 sujets et objets qui ont été étudiés sur le lien politique et agronomie,
je trouve qu'il y a une situation peut-être un peu différente entre les questions d'azote, phyto ou du sol, dans le sens où le sol aujourd'hui, finalement, n'a pas vraiment de politique dédiée vraiment au sol dans son ensemble. Il est plutôt un peu éclaté dans différentes politiques, alors qu'on a des politiques sur la biodiversité, on en a sur l'eau, on en a sur l'air, sur l'énergie, le climat, enfin, tous les milieux bénéficient de politiques. Et je pense qu'il y a vraiment un sujet à faire du sol un objet politique. Les choses sont peut-être en train de bouger avec la directive sol. Je sais qu'elle a été retardée là, pour le mois de juillet, mais il y a vraiment un enjeu à ce que ce milieu-là soit vraiment pris à bras-le-corps totalement en tant que politique publique. Après, j'ai deux, trois petites réflexions aussi sur la présentation. Sur la première partie, sur comment les agronomes peuvent faire émerger des politiques, je partage complètement ce qui a été dit sur l'enjeu de la prospective. C'est vraiment un champ à investiguer encore davantage, je pense, pour les agronomes. On est dans une période de transition sans précédent et on est convaincu que quand le cap n'est pas clair, quand on ne sait pas exactement où on veut atterrir en termes de transformation, on ne peut pas amener des changements, des évolutions dans les systèmes de production, les filières et même les modes de consommation. Il y a un vrai sujet, je pense, à faire de la prospective, comme savent le faire les agronomes, de vision systémique, globale, voire locale, pour finalement décrire de manière très précise et concrète ce qu'on attend de l'agriculture dans les systèmes, dans les pratiques et dans les filières, voire dans les modes de consommation. Donc la prospective, voilà, un enjeu, un outil à développer. La deuxième remarque, ça porte plus sur les expertises collectives, les avis des agronomes, qui pour nous aussi, à l'ADEME, sont très utiles, on s'appuie beaucoup dessus. Je pense que plus les expertises et les avis sont tranchés, plus ils amènent du débat, plus elles sont utiles. Voilà. Et je rejoins un peu le propos de Sarah sur ce point-là. Je pense qu'on a vraiment, il faut oser, j'aurais dû dire, imaginer des ruptures. Des ruptures dans la transition des systèmes agricoles. On n'a pas le choix, les défis sont énormes et du coup, on a besoin de positions qui nous amènent des débats sur ces transitions-là. Je pense qu'il faut aussi, quand on parle de rupture, c'est aussi oser identifier des impasses. C'est-à-dire qu'on voit bien, si je prends l'accélération du changement climatique, fait qu'on a certains systèmes de production qui vont de plus en plus être mis en difficulté, mis en péril. Les agronomes peuvent nous aider à identifier ces impasses-là pour anticiper le plus possible et corriger les choses si c'est nécessaire. Voilà, cette notion de rupture me semble vraiment importante parce qu'on est dans un temps court. Voilà, et je pense qu'on peut juste avoir en tête, si on prend un autre exemple, la question de l'énergie. On a des modèles agricoles qui ont été construits sur des périodes où l'énergie était quand même pas chère. Quelque part, par rapport à ce qu'on va nous attendre dans les prochaines années, les politiques publiques d'ici 2050, c'est dans 25 ans, c'est pas si loin que ça, 27 ans, il n'y aura plus de fossiles dans le mix énergétique. Ça veut dire quoi un modèle agricole sans énergie fossile quand on pense à la question de l'azote, voilà, de la mécanisation et des systèmes. Sur la deuxième partie, j'ai deux petites remarques aussi, donc du coup sur les outils et les postures, plus une remarque un peu générale. La première, c'est ce qui a été dit là sur les différentes interactions, notamment les notions d'alerte, etc. Je pense qu'il faut avoir conscience que le calendrier politique n'est jamais le même que celui des agronomes et des scientifiques. Et ça, je dirais, quand les politiques, quand le monde politique s'intéresse à un sujet, j'ai tendance à dire qu'il est presque trop tard pour lancer des travaux. L'agronomie, la science en général, doit vraiment essayer d'anticiper le plus possible, essayer de préparer en amont ce que pourraient être des politiques pour être prêt au moment où les conditions politiques font que, ça y est, on va pouvoir passer à l'action et amener des transitions. Il y a vraiment cette question de temporalité qui me semble importante. Le deuxième remarque sur cette partie-là, c'est le prérequis, peut-être un point qui n'a peut-être pas beaucoup été abordé, mais on pourra en voir dans la discussion, c'est de renforcer le lien entre les agronomes et les autres disciplines. Je pense notamment à l'économie ou à la sociologie. Dès qu'on va suggérer des transformations, des évolutions de système, aussitôt on va nous poser la question,
mais finalement, c'est quoi l'impact sur la compétitivité? Ça va coûter combien à l'État ou aux agriculteurs? Ça va être quoi l'impact sur l'emploi, par exemple? Il faut qu'on arrive à documenter ce volet-là pour être audible et pour pouvoir mettre en œuvre voilà, les transitions nécessaires. Je pense que dans ce lien-là, on peut aussi essayer de chiffrer le coût de l'inaction. Et finalement, si on ne change pas, ça va coûter combien en termes d'impact, de pollution et combien à l'État. Voilà, c'est tout ça qu'il faut documenter et ça renforce le lien, je pense, du coup, entre l'agronomie et le monde de l'économie et la sociologie. Voilà. Et donc, j'en arrive un peu à ma question, qui est une question un peu large. Donc, voilà, on est devant des changements qui sont nécessaires et qui sont, à mon avis, sans précédent devant les défis environnementaux qu'on a devant nous, que ce soit le climat, l'eau, les phytos et les sols, et ça sur un temps très court. Hein, voilà, on parle de 27 ans, quoi. On a 27 ans pour mettre en œuvre ces nouveaux systèmes, pour arriver à la neutralité carbone, pour se passer du fossile et protéger la biodiversité. Et la question que je pose, du coup, c'est un peu dans l'autre sens, c'est plutôt comment les agronomes peuvent nous aider à construire et décrire la ferme France de demain, quoi, celle qu'on veut construire collectivement au regard de ces défis environnementaux. Si je pose la question un peu différemment, c'est comment organiser une réponse structurée, globale de l'agronomie, voilà, à ces défis écologiques. En tout cas, on en a besoin, nous, vraiment, pour avancer sur ces sujets-là. Voilà pour moi, Philippe. Merci Jérôme. Donc, deux questions qui ont du poids. Donc, Marc et Rémi, vos réponses ou vos tentatives de réponse, parce que vous ne pourrez pas certainement couvrir l'ensemble du sujet. Essayez de faire relativement court de manière à ce que l'on puisse avoir un temps d'échange avec les questions. On en a déjà quelques-unes et certainement arrivées. Alors, je vais prendre la parole en premier pour amorcer une réponse aux remarques de Sarah sur l'engagement des agronomes. Alors, sous deux axes. D'abord, un axe de l'engagement individuel. Comment est-ce qu'on en arrive à des agronomes qui semblent être finalement complaisants avec certaines formes d'agriculture ou certaines situations, et puis un axe plus structurel. Alors, c'est vrai qu'on parle de communauté des agronomes. Pour autant, elle est très, très hétérogène parce que chacun de nous a une compréhension différente des enjeux majeurs, des sensibilités environnementales différentes, des dépendances ou des indépendances vis-à-vis du système socio-technique dominant, son insertion dans celui-ci. Donc, ces positionnements individuels déterminent une représentation personnelle du monde et des réponses qu'il faut apporter, une posture de base aux questions qui sont posées. Et au-delà de la science, simplement. Du coup, on peut même se poser la question, cette communauté des agronomes, est-ce qu'elle en est vraiment une au sens sociologique et technique? Il y a sans doute des bases communes, mais il y a quand même beaucoup de degrés de liberté dans l'engagement individuel, et c'est vraiment déterminant sans doute dans la posture adoptée en réaction ou en accompagnement du système socio-technique dominant. Ça, c'est un premier point, et je crois que Marc complète, peut compléter aussi ce point de vue. On a échangé un peu avant. Alors oui, alors là, je vais donner maintenant le point de vue du côté des politiques publiques. Un agronome, il sait que des politiques publiques existent. On va prendre l'exemple de l'eau et de certaines inefficacités. Oui, mais il y a un principe qui existe, qui est le principe pollueur-payeur. Et il n'est pas interdit à un agronome, quand il intervient sur un captage qui est pollué, de dire comment on met en œuvre le principe pollueur-payeur. Qui va payer le fait que l'eau, maintenant, n'est plus de qualité, elle l'était avant? Eh bien, ça n'empêche absolument pas, dans l'engagement personnel, de dire ce principe pollueur-payeur, en tant qu'agronome, il ne serait pas mal non plus que je me l'applique à moi-même, dans mon activité. Et le deuxième point sur l'engagement personnel des agronomes, quand
on a une directive cadre européenne. Alors, on peut dire qu'on ne vit pas dans le cadre européen et qu'on n'en a rien à faire de ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie à l'heure actuelle. OK. Mais en gros, quand même, on est dans un cadre européen qui structure beaucoup de nos choses, y compris la politique agricole commune, qui est une des rares politiques très solides, quand même, de l'ensemble européen. Ben oui, mais la directive cadre sur l'eau, elle demande des résultats à des moments donnés. Et en tant qu'agronome, en tant qu'engagement individuel, si les résultats ne sont pas atteints, le minimum qu'on puisse faire, c'est écrire une petite lettre au ministre en charge de cet objet et de dire « Moi, agronome, j'ai vu des capteurs, ça ne va pas assez vite. Comment vous allez accélérer la manip ?» C'est un engagement individuel qui coûte peu de respecter la loi. Pardon. Et donc, l'idée sur cet engagement individuel, c'est aussi, quand on parle d'agronomie, des tâches de l'agronome et des politiques publiques, eh bien, les agronomes, ils peuvent aussi capter dans les politiques publiques existantes les moyens qui permettent à l'agronome de s'engager. Et ça existe. Donc ça, c'était pour le niveau individuel. Et au niveau collectif, donc c'est probablement au niveau structurel qu'il faut permettre les conditions d'une véritable indépendance et puis la défendre aussi. On peut prendre pour exemple l'histoire récente des réactions du pouvoir politique vis-à-vis des prises de position de l'ANSES sur un certain nombre de produits phytosanitaires. C'est quand même très, très éclairant de la nécessité de défendre l'indépendance d'un certain nombre de structures qui ont été mises en place justement pour ne pas être sous la pression d'un certain nombre d'acteurs. Alors ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les expertises scientifiques collectives, telles que je les perçois moi en tant qu'agronome de base en région, c'est surtout un état des lieux des connaissances et souvent, la lettre de commande ne porte pas sur des recommandations à faire ou à attendre formulées par les scientifiques pour résoudre un problème avec l'atteinte d'objectifs clairement identifiés. Donc, on serait plus dans l'expertise scientifique collective, mais on serait dans une expertise scientifique collective plus, puisqu'on irait jusqu'aux recommandations. Et ça, c'est pas encore fait. Alors, il y a aussi la question de l'indépendance du conseil vis-à-vis des filières et des firmes d'agrofourniture au plus proche des agriculteurs. Ça reste une question qui, à mon avis, est totalement irrésolue. Donc, ça ne crée pas de bonnes conditions, sans doute, pour faciliter une évolution dans la prise de conscience des agriculteurs ou dans les changements de pratiques. Et puis, il y a aussi ce qu'on peut sans doute souligner, une perte d'expertise dans les administrations publiques sur les questions agronomiques. Moi, j'en ai l'exemple avec les groupes régionaux d'expertise nitrate, qui étaient donc en région constitués et animés sous l'autorité des directions régionales de l'agriculture, avec des animateurs qui ne connaissaient pas suffisamment finement la problématique qui était à prendre en charge pour réguler les débats entre acteurs. Et donc, ça, c'est quand même une faiblesse, à mon avis, importante. Et ça, c'est du structurel, quoi. Merci. Bon, Sarah aura un droit de réponse. On vous demande de répondre à la question large aussi de Jérôme. La Ferme France, comment vous faites? C'est Marc qui répond. Alors, l'idée, bon, globalement, il y a déjà eu quelques petits bricolages, on va être modeste. L'exercice After 2050 essaie quand même pour la Ferme France de tenir des enjeux nutritionnels pour quand même, on ne peut pas dire qu'on a des assiettes qui en ce moment sont les plus équilibrées. Voilà. Tenir les enjeux économiques, par exemple d'exploitation, tenir des enjeux environnementaux, tenir des enjeux de production. Et alors, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'en avoir plusieurs des exercices comme ça. Voilà. Donc, juste un regret que je partage avec la question de Jérôme, c'est qu'effectivement, les généraliser. Alors ensuite, il y a quelques idées quand même qu'on peut mettre en avant. Alors, pour l'instant, on n'a pas. L'AFA pourrait jouer, il faut pousser ce rôle-là, mais ce ne serait peut-être pas suffisant. On n'a pas de think tank qui permette de rassembler à la fois
un minimum dans les domaines qui concernent des agronomes et des gens de politique publique, et complètement d'accord avec la remarque de Jérôme. N'oublions pas que quand il s'agira dans le cycle des politiques publiques de passer à l'application des alternatives, des compétences autour des pratiques et changements pratiques des humains, quoi. En gros, de l'anthropologue à un prix Nobel d'économie. Et je voudrais juste citer, là, il y a des lieux quand même qui permettent des partages. Alors, c'est pas régulier, c'est pas petits à-coups, mais les CESE ou les CESER, donc les conseils économiques, sociaux et environnementaux, donc soit le national, soit régional, et de plus en plus, alors des entités qui sont dans la loi et qui commencent à être un peu actives, dans lesquelles je propose que les agronomes ne soient pas absents, c'est les conseils de développement. Tous les EPCI, donc communautés de communes, communautés d'agglo, métropoles, sont dotés de conseils de développement. C'est la loi le demande. Et il y a de plus en plus d'enjeux de ces territoires pour lesquels les agronomes seraient dans une position très confortable. Donc, il ne faut pas hésiter de participer au lieu de discussion de l'avenir de la ferme France. Je vais dire ça comme ça. Ensuite, eh bien, il manque, on va être très clair. Alors là, on a vu envie de dire il manque au moins quelque chose qui ressemble au GIEC concernant les enjeux de l'agronomie évoqués. Voilà, on n'a pas pour l'instant l'équivalent. Alors, je suis à la fois, mais avec Rémi, on se disait, mais qu'est-ce qui se passe à l'FAO? Voilà. Donc, peut-être, on n'a pas eu le temps de creuser, hein, donc il faudra qu'on remonte dans l'histoire et l'activité actuelle de la FAO, mais peut-être que là, on a une organisation comme la FAO qui n'est peut-être pas assez reliée avec les enjeux précédemment évoqués par Jérôme dans ses questions. Enfin, deux petits points complémentaires d'idées. Hein. Un conseil d'orientation nationale propre aux enjeux agricoles et alimentaires, il n'existe pas, il pourrait y en avoir, il y en a pour d'autres enjeux. La PAC, ah oui, la PAC, la politique agricole commune, eh bien, il faudrait qu'elle intègre beaucoup mieux. Enfin, on sait très bien que c'est dans les discussions des attendues précédentes, mais ça n'aboutit pas quand les conclusions sortent, intègre aussi les effets et les conséquences de ce que l'on propose dans la PAC, enfin, entre guillemets, le célèbre verdissement de la PAC par rapport aux enjeux et à l'incroyable rapidité de l'accroissement des enjeux. Enfin, là-dessus, je partage complètement l'avis que tu as eu, Jérôme. D'un point de vue climatique, waouh, ça chauffe et ça dérégule à une vitesse incroyablement rapide. Merci le GIEC de nous avoir prévenus depuis un demi-siècle, mais on voit la rapidité avec laquelle on s'y met, quoi. Hein. Je veux dire, c'est vraiment pas encore là. Et la PAC actuelle, ben, je veux dire, voilà, on va préparer un futur brouillon de PAC et ça va peut-être être efficace dans 9 ans. Et dans 9 ans, on aura combien de degrés de plus? Bon, voilà. Et pour terminer, il nous semble qu'il serait aussi efficace. Alors, je m'étais amusé dans le temps, et donc, allez, c'est un terme anglais, désolé, des success stories, c'est-à-dire de donner de la liberté pour que des territoires inventent des petits trucs, quoi, voilà. Et après, on l'évalue, et si jamais ça marche bien, on dit, OK, on y va. Dans les politiques de santé, ils ont de plus en plus la maîtrise de cela. On invente une psychiatrie dans 2 hôpitaux comme ça, et on voit si ça peut marcher, généraliser. Enfin, les SAMU se réorganisent en faisant des tests et après en généralisant. Et nous, je trouve que ce serait pas mal d'avoir ce genre de petites choses, des petits territoires tests, et on regarde après ce que ça donne pour les généraliser. Et n'oublions pas d'être toujours force d'expertise et de présence quand il y a un PAT, voilà, un plan alimentaire territorial. Il y a beaucoup de choses qui jouent là. Dans les SCOT, il y a beaucoup de choses qui vont jouer là. Dans les PCAET, évident. Enfin, je ne parle pas de la mise en application vraiment réelle de la ZAN, et que la ZAN ne devienne pas juste un rêve qui un jour ne s'applique jamais.
Et là, il faut vraiment que les agronomes soient à la tâche. Voilà. Et il y a de nombreuses tâches. Merci. Je vais être obligé de prendre quand même les questions parce que le temps passe très vite. Je vais prendre des premières questions. Vous avez déjà plus ou moins répondu, donc vous pourrez faire très court. Une question de Claude qui dit oui, en dehors des agronomes, entre les agronomes et ceux qui font les politiques publiques, il y a d'autres forces en présence et en particulier comment les agronomes s'adressent aux agriculteurs et aux associations. Ça passe par la médiation, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des questions de lobbying au niveau national pour sortir des clichés? Donc là, peut-être vous avez plus ou moins abordé ça, mais le mot lobbying, vous avez parlé de think tank, vous n'avez pas parlé de lobbying. Est-ce qu'il faut aller vers du lobbying des agronomes? Rémi, tu réponds d'abord et je prends après. Faites court, hein, faites court. Mais oui. Bon, alors. Pardon. Oui, je peux tenter de répondre. Oui, on a utilisé le terme think tank dans notre réponse parce que ça nous semble être plutôt le creuset où on forge une vision et des propositions. Le lobbying, c'est d'abord parce que le terme est souvent utilisé de façon péjorative. Le lobbying, c'est plus finalement le rôle d'association non gouvernementale, par exemple. J'aurais un peu de… Je pense que les agronomes doivent être la boîte à idées des ONG ou de lobbyistes qui ont plus l'habitude de faire ce travail-là. Enfin, c'est une proposition, c'est une vision des choses, quoi. Marc, tu veux compléter? Pour compléter, je prônerais pour un lobbying très, très, très décentralisé et au plus près des enjeux. Soyons très forts dans les lobbying des SCOT, de certains SCOT, dans les lobbying de certains plans d'alimentation territoriaux. Et quand on verra des plans d'alimentation territoriaux et ou des schémas, voilà, des SCOT, des PCAET qui tiennent la route avec des enjeux tels qu'on les a décrits, bien pris en charge, eh bien, on aura des expériences sur lesquelles s'appuyer. Juste une parenthèse en 15 secondes, vous n'imaginez pas comme la ville de Munich, par rapport à son alimentation en eau, m'a été utile dans ma vie professionnelle en essayant de gérer comment des formes d'agriculture peuvent protéger efficacement, durablement des ressources en eau et en tirer des forts bénéfices économiques. Et heureusement que les paysans et les élus de Munich ont travaillé ça proprement. Ok, alors il y a Daniel qui propose d'avoir un rôle d'influenceur et que ce rôle d'influenceur, ça peut être effectivement ce que fait en particulier la FA quand elle rédige des numéros spéciaux en amont de la PAC, par exemple, même si effectivement ce que propose la FA n'est pas forcément pris en compte. Alors, il y a peut-être aussi des agronomes d'avoir un rôle d'influenceur YouTube. Aujourd'hui, ça a peut-être plus de poids. Et donc, voilà, c'est un appel aux agronomes de se lancer dans l'influence YouTube. Et ça renvoie à une question d'Aude sur, justement, vous en avez un peu parlé, mais dans la dernière réforme de la PAC, quel a été l'impact finalement des agronomes français dans la dernière réforme? Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus? Rapidement aussi. Hein. Donc, très rapidement, les agronomes français n'auront jamais aucun impact si jamais ils ne travaillent pas avec les agronomes autrichiens, s'ils ne travaillent pas avec les agronomes italiens, s'ils ne travaillent pas avec les agronomes danois. J'arrête la liste pour faire bref. Donc, la chose est simple à expliquer. Pour une politique agricole commune, on ne peut avoir d'influence, y compris sur son propre pays, qu'en s'appuyant sur les compétences, les acquis, les arguments des agronomes des autres pays européens, qui, en l'occurrence, sont très souvent au moins aussi en avance que nous. Voilà, soyons modestes. Il y a une question de Stéphanie qui dit les recherches, le problème, c'est qu'elles sont soumises à des financements publics et donc priorisées par les politiques publiques et axées sur des sujets actuels. Et comment sortir de
de cette difficulté entre les connaissances et les propositions des agronomes et le financement. Totalement réel et totalement catastrophique. C'est-à-dire que les politiques de recherche s'adaptent quand même, mais les politiques de recherche ne s'adaptent pas aussi vite que les enjeux nous inciteraient à l'imaginer. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire des recherches en trouvant d'autres moyens que les financements publics. Alors, on va être très précis, hein, je veux dire, quand on regarde les pays internationaux, il y a des fondations qui aident beaucoup, y compris sur des recherches extrêmement originales, extrêmement disruptives, comme disent les camarades anglo-saxons en ce moment. Et donc, c'est vrai qu'il faut être très prudent, parce que sinon, on est dans un serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que la politique de recherche, elle n'est pas forcément plus, au départ, imaginative. Donc, il faut garder toujours la possibilité de ne pas s'appuyer sur les faits acquis antérieurs. C'est la base de la recherche, il faut douter. Et donc, il faut trouver les petites niches qui permettent de continuer à douter. Bon, on peut se débrouiller, hein, mais peut-être qu'il serait bien d'écrire un guide de survie quand les politiques publiques de la recherche ne sont pas en avance. Sarah, vous voulez interagir? Oui, juste une petite remarque. Donc, par rapport aux politiques publiques, je pense que c'est les questions des politiques publiques, mais c'est aussi, je trouve, la question de la proximité en termes des fois de crédit, de jury, de partenariat avec donc des intérêts de l'agro-industrie ou du syndicat majoritaire qui n'aident pas forcément à adopter des postures critiques. Et par ailleurs, par rapport à ce que tu disais, Marc, sur le fait qu'un agronome, quand tu interrogeais la communauté, l'hétérogénéité de la communauté agronomique et le fait qu'un agronome peut écrire un courrier au ministre de l'Agriculture sur certains sujets, je dirais plutôt que justement, ils peuvent aussi faire masse les agronomes qui se posent des questions et qui sont critiques en faisant des tribunes. Plus qu'un courrier individuel, parce que c'est une manière aussi d'interpeller le public dans des médias. Et je trouve que ça peut être assez utile, ça, des tribunes collectives d'agronomes qui s'interrogent justement sur le manque de rupture, le manque… voilà. Je voulais juste apporter aussi un petit complément sur si possible, rapidement, sur le financement de la recherche, sur la question qui a été évoquée. Je partage, hein, il faut donner de la visibilité, de la pérennité dans le financement de la recherche sur des sujets aussi importants pour anticiper. Après, bon, je n'ai pas connaissance de tout, mais il y a quand même, je pense, des axes un peu structurants qu'on retrouve tout le temps dans le financement de la recherche. Voilà, je pense aux enjeux environnementaux, notamment climatiques, etc. Il y a quand même des constances de financement durables dans le temps, je pense, qui permettent, en tout cas, au monde de la science d'anticiper, de se préparer. Merci. Alors, il y a une observation de Georges là, dans la question-réponse. Il y a un domaine où l'agronomie peut faire plus, c'est d'examiner avec d'autres disciplines les procédures d'études avant projet. J'ai participé à une telle expertise en Afrique et la durabilité n'était pas inscrite dans les termes de référence des bureaux d'études. Vous en pensez quoi? Alors, complètement d'accord. Deux, avec une difficulté intéressante dans le métier de l'agronomie, c'est que ça nous obligera à faire du multicritère riche dans l'évaluation avant projet. Parce qu'on a vu qu'une bonne partie de tout ce qui fait enjeu à l'heure actuelle joue sur des cases très variées. Je veux dire, oui, il y a les colomboles du sol qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, mais je n'ai pas le droit d'oublier non plus le protoxyde d'azote, mais je n'ai plus le droit d'oublier non plus à l'heure actuelle la teneur en carbone de mon sol. Et je ne vais pas, si je vous en donne quand même une, parce qu'on a une petite discussion avec Valérie Masson-Delmotte très, très récente. Qu'est-ce qu'on va faire quand la lame d'eau qui diminue régulièrement dans nos sols pour aller vers les nappes sera devenue tellement faible qu'on aura toujours que des eaux très chargées d'un petit lavage. Je veux dire, les qualités d'eau,
là, les interactions quantité-qualité vont devenir vraiment très, très rudes à vivre. Il va falloir qu'on soit très léger en surface si jamais on veut encore avoir de l'eau qui soit acceptable en dessous, compte tenu du fait que les volumes diminuent. Voilà. Et donc, complètement d'accord. Et très bel exercice pour faire du multicritère Sioux. Merci. Je vais donner la parole à François, qui est là et qui a son regard par rapport à la partie du contenu de l'agronomie. Donc, François, qu'est-ce que ça t'inspire, ce webinaire? Alors, moi, je voudrais réagir sur les remarques des discutants en faisant remarquer que ce n'était pas des questions, c'était des interpellations. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Jérôme a dit, on n'est pas dans la bonne trajectoire. Ça, en gros, c'est vrai. Et puis, Sarah a dit, les agronomes sont très timides, les expertises des collectifs ne sont pas assez critiques. Et moi, je pense qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux. Ce sont d'ailleurs des remarques d'agronomes, des auto-remarques. Et en particulier, il faut prendre la remarque de façon importante vis-à-vis du cadre économique dans lequel nous sommes, pour reprendre les termes de Rémi, qui est la PAC. Et alors, je dis ça parce que dans la première partie du bouquin, dans certains chapitres, il est question de la PAC, notamment pour montrer les antagonismes qu'il y a entre la PAC et puis les mouvements que l'agronomie devait prendre pour répondre aux problèmes environnementaux. Et quand on analyse les principes de la PAC, notamment du gros premier pilier de la PAC, son principe même était de faire des aides directes aux agriculteurs pour compenser le fait que sur les prix internationaux, ils n'arrivent pas à vivre. Il faut faire des aides directes et des aides directes qui découplent, qui ne faussent pas le marché. C'est ça le fondement du premier pilier de la PAC. Eh bien, et après, on triche un petit peu parce qu'il y a des choses, il y a des aides qui sont un peu couplées, etc. Mais c'est ça le fondement de la PAC. Et ça, c'est complètement, mais c'est contre les principes de l'agronomie et de l'agroécologie. Et donc, je pense que là, c'est en réfléchissant avec des économistes qu'on peut voir ça. Et c'est là-dessus qu'il faut voir cet esprit critique vis-à-vis de ça. Le travail qui a été fait dans le chapitre dans votre chapitre sur les politiques, l'encadré que Jean avait fait sur Ecofito permet justement de voir jusqu'où on peut aller dans la réduction des pesticides dans ce cadre économique et jusqu'où on ne va pas. Puisque les agriculteurs qui sont les meilleurs agriculteurs que l'on a suivis, les 2000 agriculteurs, je crois qu'on a suivi, qui ont été suivis dans Défi, ils arrivent à diminuer leurs pesticides jusqu'à un certain point. Et en faisant les économies sur les pesticides, ils peuvent compenser le fait qu'il y a des rendements moindres. Hein, mais ça va pas plus loin. Donc, ça pose des problèmes. Et voilà comment il faut aborder les problèmes. Alors, bien entendu, la bio peut le faire parce qu'elle est protégée par son signe de qualité qui permet d'avoir des prix plus élevés. On voit bien que l'inflation a mis une limite aussi aux possibilités de la bio. Donc il faut savoir anticiper un peu ces problèmes en les analysant. Et ça, la question d'une incompatibilité du principe de la PAC, du premier pilier de la PAC, avec l'agronomie, il est bien expliqué dans la première partie du bouquin. Bon. Mais alors ensuite, comment faire ça? Je pense qu'on n'a pas anticipé. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant dans la dernière PAC, celle qui est en cours actuellement? C'est que sur le premier pilier, on a pris de l'argent pour faire les éco-régimes. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que nous, on n'a pas anticipé cette histoire-là.
et que ces éco-régimes, voilà. Et je pense, il y a eu des questions sur justement la PAC, etc. Et, et, et Jérôme disait, il faudrait que les agronomes sachent anticiper. Je crois que ça, c'est un exemple où on n'a pas beaucoup anticipé et on ne sait pas bien anticiper. Et alors, il faut au moins se rendre compte des points sur lesquels on est un peu en retard pour rattraper, pour rattraper. Il ne faut pas anticiper, pour rattraper. Voilà, Merci voilà ce que je François, crois. merci. Je vais être obligé d'arrêter. On a pris 5 minutes de retard. Donc, moi, je voulais vous remercier. Alors, il y avait une question de Nathalie sur que pensez-vous des débats liés au nouveau pacte, loi d'avenir et d'orientation agricole et des contenus. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le loisir de regarder les contenus des groupes de travail. Moi, j'ai pu les regarder. Pour l'instant, on est dans la concertation. Ce qui compte, c'est le passage dans le projet de loi et ce sera au moment du projet de loi qu'on pourra vraiment discuter de cela. Il y a des choses très intéressantes dans les concertations, mais qu'est-ce que ça donnera au moment du projet de loi? On sait qu'il y a un gros changement. Donc, merci en tout cas. Donc, merci à tous les 5. On sait que du coup, les agronomes doivent s'investir dans la compréhension et dans l'action sur les politiques publiques. L'Association française d'agronomie doit jouer un peu ce rôle, mais elle a des petits moyens. Les think tanks existent. Il y a le think tank Relance Agronomique en particulier qui, normalement, peut jouer un peu ce rôle, même si il n'en est qu'à ses débuts. Mais en tout cas, il y a des lieux qui se développent pour cela et espérons que les agronomes eh bien, dans 10 ans, on n'aura pas les mêmes critiques qu'aujourd'hui. Donc, le dernier webinaire de la série aura lieu la semaine prochaine, même heure, 11h, et qui portera sur les innovations en agronomie, l'histoire des innovations et les perspectives surtout. À bientôt, bon appétit et bon week-end et à la semaine prochaine pour ceux qui seront là. Au revoir. Allez, au revoir.